Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, première session américaine de la semaine. Nous sommes le lundi 18 juillet 2016 et on va se concentrer sur le dollar américain. Le dollar américain qui garde la main sur le marché des changes, c'est lui le leader. Pour toutes les raisons qu'on connaît, je vais rapidement les synthétiser, on va revenir dessus. On va passer en vue l'analyse technique de l'US Dollar Index de FXM, l'analyse technique de l'US Dollar Currency Index DXY, un peu plus utilisé en salle de marché car accordant davantage de poids à l'euro-dollar. Quels sont les scénarios pour profiter de cette force du dollar américain? Peut-il aller plus haut? On va en parler. Et surtout donc les nouveaux records historiques de Wall Street la semaine dernière, étonnant record historique, dans un environnement de taux toujours très bas, alors que la Fed ne devrait pas relever ses taux avant la fin du mois. Et potentiellement donc des indices européens qui eux pourraient consolider après avoir comblé les gaps baissiers post-Brexit. Voilà, ça concrètement c'est pour la synthèse. Et puis je passe sur l'avertissement sur les risques liés au trading pendant la suite de cette introduction. Cette semaine, on rentre dans le vif du sujet des résultats trimestriels des entreprises américaines. Les banques d'affaires américaines ont publié la semaine dernière, c'était pas mal. Idem pour Alcoa, qui généralement donne le la sur le marché des changes, leader mondial de l'aluminium, baromètre des métaux industriels. Bank of America déçoit, a priori, en publication de résultats avant l'ouverture de Wall Street. Bank of America, c'est la première banque de réseau aux États-Unis, la première banque de détail, hein, celle qui détient le plus d'agences bancaires, donc les activités commerciales des banques, aux États-Unis. Donc là, pour le coup, il faudra creuser pour savoir pourquoi ces résultats déçoivent, et probablement que cela est dû au taux d'intérêt qui mettent en difficulté justement les banques qui tirent leurs revenus, notamment du crédit aux particuliers. Alors, sur l'agenda macroéconomique, cette semaine aux États-Unis, une semaine assez classique, il n'y a pas. Alors aujourd'hui, pas de chiffres majeurs. Cette semaine, il y en a un certain nombre. Je vous invite vous-même à aller sur l'agenda économique d'LFX et en prendre connaissance. Le scénario principal reste celui de la force du dollar américain. Alors, on va regarder ensemble deux graphiques. Et puis à 16 heures, je vous laisserai entre les mains du point de marché sur les positions des banques sur le marché d'échange. Puisqu'on parle de banque centrale, l'agenda à connaître, c'est le 21 juillet prochain, la BCE. Le mercredi 27 juillet, la Réserve fédérale. Et le vendredi 29 juillet, la Banque centrale du Japon, qui là pour le coup est attendue, parce qu'elle n'a plus d'incertitude politique avec la victoire du parti actuellement au pouvoir aux élections sénatoriales. Ça c'était dimanche dernier en 8. Donc c'est ce qui avait d'ailleurs donné le point de départ d'une avancée des actions japonaises. Et bonjour Gilles17 qui nous dit le son et l'image c'est du 5 sur 5, et bien tant mieux. Alors, tout d'abord, US Dollar Currency Index en données hebdomadaires, c'est propre. On voit bien ici le point bas qu'a fait ce marché donc, à la fin du mois de juin. Au final, tout comme d'ailleurs les indices US, le dollar américain a toujours tenu ses supports majeurs. Sur l'euro-dollar, concrètement, c'est la grosse résistance à 1,15, 1,17. Ça remonte. Le DXY, il a déjà validé une structure en double bottom. Ce qui n'est, enfin, c'est en partie le cas de l'US Dollar Index de FXM. C'est vrai que si l'on fait confiance à l'US Dollar Currency Index ici, donc c'est déjà fait, et on peut envisager d'aller plus haut cette semaine, et par exemple revenir chercher le niveau des 97, 97,20. On vaut 96,60. Bon, vous avez toujours l'approche prix momentum ici avec une avancée des prix, un RSI qui progresse. Techniquement parlant, les signaux sont positifs donc pour le dollar américain. Sur le plan des fondamentaux, même si la Fed relève pas ses taux, le marché note l'accroissement de la divergence macroéconomique entre la zone euro et les États-Unis. La semaine dernière, c'est quand même pas évident pour la zone euro, avec une inflation toujours négative. Ça, c'est avec un prix du pétrole qui a doublé depuis le mois de février dernier. L'inflation globale en Europe, en rythme mensuel en juin, c'est quand même moins 0,7. Donc ça commence à être sérieusement problématique. Ainsi qu'un recul des indicateurs d'activité réelle. Bon, bref, en tout cas, ça montre que pour l'instant, la Banque Centrale Européenne, on peut pas dire qu'elle a atteint ses objectifs sur le plan de l'économie réelle. Donc pour toutes ces raisons, le dollar US garde la main.
Si on part du principe que le DXY a déjà fait son double bottom, c'est vrai qu'on peut envisager que l'US dollar de FXM le fasse. Moi, c'est le scénario que je vous propose depuis la semaine dernière sur le dollar US, et ce tant qu'il tient un support technique ici à 11 950. Donc ça, c'est pour la tactique de trading. Alors, sur l'ensemble de la semaine, les grosses statistiques US, il y en a un peu demain. Les stocks de pétrole mercredi, quelques statistiques immobilières le 21 juillet, donc jeudi, et le Philly Fed jeudi. Donc au final, si je me projette un peu sur l'ensemble de la semaine, la session FX la plus importante, c'est bien sûr le 21 juillet, avec la Banque Centrale Européenne, et puis le Philly Fed. Alors le Philly Fed, c'est un indicateur avancé. À l'époque, avant cette ère des banques centrales, ce type d'indicateur avait vraiment une importance, parce que Philadelphie, ça fait partie, c'est la région manufacturière historique des États-Unis. Maintenant, c'est moins important que par le passé. Par contre, le marché respecte de plus en plus les indicateurs PMI, donc la confiance des directeurs d'achat, c'est un sondage, et notamment l'estimation préliminaire. Et cette estimation préliminaire de l'indice PMI manufacturier aux États-Unis, selon Markit, moins suivi que celui proposé par l'ISM, en tout cas aux États-Unis, c'est vendredi. C'est vendredi à 15h45. Donc voilà, concrètement, on a un marché qui peut se projeter sur jeudi et vendredi, des éléments fondamentaux qui peuvent alimenter la hausse du dollar américain, mettant essentiellement sous pression les devises européennes. On verra. En tout cas, pour l'instant, l'US dollar index, on est rigoureusement au même niveau que ce matin. Donc, ce que je vous ai proposé ce matin reste inchangé pour le moment, avec toujours ce petit range qui se déploie en données journalières ici, après la jambe de hausse ici du Brexit. Alors, c'était le 24 juin, où le dollar américain s'est envolé essentiellement en raison de la défiance vis-à-vis des actions de la zone euro. Bon, ça c'est quand même une belle jambe de hausse. Dites-vous bien que la probabilité de hausse de taux pour juillet, donc le 27 juillet, c'est la semaine prochaine, c'est mercredi de la semaine prochaine, c'est inférieur à 10%. Mais ça n'empêche pas le dollar américain de monter. Tout simplement parce que déjà le différentiel de taux d'intérêt, c'est le marché qui a décidé. Depuis le début du mois de juillet, les rendements obligataires se sont effondrés. Alors dans toutes les zones d'ailleurs, mais surtout au sein de la zone euro, avec un 15 ans allemand qui pendant 2 séances est passé négatif. Alors certes, les rendements obligataires ont aussi chuté aux États-Unis, mais on va dire que le spread de marché s'est élargi. Les banques centrales n'ont même pas besoin d'intervenir pour voir les taux d'intérêt chuter. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison aussi que Wall Street fait des nouveaux sommets historiques lorsqu'on nous sommes à la recherche de rendement. Techniquement parlant, bon, toujours dans ce range, moi j'envisage quand même que, à mesure qu'approche ici la moyenne mobile à 20 jours sur l'US dollar index de FXM, le marché soit capable donc de confirmer le DXY et de sortir par le haut pour aller chercher ici les 12 140 qui représentent 50% d'extension de cette première jambe de hausse au point bas de cette conso latérale. USD Yen, même niveau que ce matin, toujours bien orienté, essentiellement porté par Wall Street. On temporise un peu, on glisse à plat en Europe. Les marchés actions européens, ils ont comblé pour la plupart le trou de cotation baissier post-Brexit. Aux États-Unis, on fait des nouveaux records historiques. L'USD Yen est alimenté dans sa hausse par aussi la perspective de voir la Banque centrale agir le 29 juillet. C'est possible, techniquement parlant, on a eu un piège baissier à l'ouverture de la session asiatique, et derrière la réintégration de cette moyenne mobile à 20 périodes en 4 heures, bon, moi je pense toujours que le scénario principal, c'est de parvenir à terme à dépasser les 106. Eurodoll, toujours en vue de marché baissière, depuis que le marché est sorti par le bas de ce canal, qui a fait un pullback, l'avalement baissier de vendredi, un support à 1,1020 qui correspond au cours de clôture ici post-Brexit, c'est un support. Le risque bien sûr c'est qu'on tombe en dessous lorsqu'on regarde la macro de la zone euro, notamment l'indice des prix, le régime des prix, plus bien sûr en dépit donc, de la nomination mercredi dernier de Theresa May, toujours de l'incertitude sur le timing d'une sortie réelle du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le gouvernement qui vient d'arriver semble vouloir prendre son temps. Tout ça, ça crée de l'incertitude. Les marchés boursiers sanctionnent l'incertitude par la vente des actifs risqués. Donc euro-dollar cette semaine, avec déjà la contrepartie USD qui est solide et un euro qui peut être mis sous pression, le scénario principal, ça reste quand même une cassure des 1,1020 pour aller chercher un 0,950. L'USD CAD tient son support, range trading. Bon,
C'est vrai qu'on a fait en données journalières et en terminologie japonaise une ligne pénétrante haussière, ça c'était le 15 juillet. Ça reste quand même un range, mais au final, bon, pourquoi pas tenir, on rebondit dans la partie basse. On n'a pas tout à fait testé la ligne de tendance, mais pourquoi pas. Si vous attrapez tous les cours de clôture, en final on a testé le support. Bon. En tout cas, c'est un range trading et on continue de le balayer de bas en haut, ici sur le taux de change USD-CAD. Le GBP-USD s'expose toujours à un risque de baisse. Il s'est repris avec la nomination d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Le dollar US garde la main. Tant GBP-USD que Euro-GBP réagissent au contact d'un tout premier indicateur de tendance qui est la moyenne mobile simple à 20 périodes. Ici en données journalières, elle couvre les cours et sur l'Euro-GBP, elle les soutient par en bas. Donc jusque-là, tant qu'Euro-GBP est soutenu ici avec un GBP-USD qui lui au contraire est pressurisé par l'arrivée au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, il existe un risque de baisse. Bon, l'euro-yen, l'USD-yen, j'en ai parlé ce matin, on temporise légèrement, mais j'éviterai de m'exposer agressivement à la vente. Surtout que ce matin, il y a eu un piège qui a été réintégré. Et l'euro-yen qui défend les 116,37. Avec un euro-dollar qui pourrait être sous pression, finalement, mieux vaut pour une stratégie BOJ privilégier le taux de change USD-yen. Le NZD-USD, lui, va, selon l'analyse technique, se replier davantage. Après un double échec sous la résistance à 0,73 $, une cassure technique chartiste et un dollar US qui lui peut s'apprécier davantage. Donc 0,70 c'est finalement un range que balaye ici les prix. Puis donc on a cassé cette trendline, on casse la moyenne mobile à 20 jours, ce sont des indicateurs techniques qui suggèrent davantage de repli. On va parler des marchés actions américains et refaire un topo donc sur les indices boursiers de la zone euro. Alors on change de disposition graphique. Donc, en Europe, on temporise, c'est probablement pas terminé. Tout d'abord, il faut savoir que... Alors pourquoi? On peut se poser la question finalement, si vous prenez un peu de recul sur le CAC 40, qui est représenté ici par le CFD FRA 40 en données hebdomadaires, c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est 4000, 4006 concrètement. Puis ça se retourne, mais c'est 4000, 4006. Et puis là, on bloque à 4390, 4004. Je vous invite à regarder le graphique de l'indice cash. On a ouvert un trou de cotation baissier le 24 juin, dont la partie haute était à 4392. En l'état, on temporise à court terme après avoir comblé les trous de cotation post-Brexit. Alors bien sûr, l'Europe, c'est pas comment dire, c'est pas les États-Unis. Hein. Le S&P 500 lui est vraiment très très puissant, d'accord. Que peuvent faire à court terme les marchés actions de la zone euro? J'ai envie de dire que dans l'immédiat, dans le meilleur des cas, du surplace sous les trous de cotation baissiers du 24 juin. Dans le meilleur des cas, parce qu'il existe aux États-Unis, qui sont de loin le marché action leader, impressionnant, nouveau sommet historique, une possibilité justement, et c'est ce qui se passe souvent en analyse technique, de revenir tester, d'avoir en fait la confirmation qu'on peut vraiment s'étendre au-delà des précédents sommets historiques. Et généralement, quand les indices boursiers américains font des cassures techniques haussières, c'est pas pour réintégrer. Ça arrive beaucoup par contre dans le cas de cassures techniques baissières. Typiquement, les indices US le 27 juin, post-Brexit, donc, ont fait des cassures techniques baissières qui ont été immédiatement neutralisées, prises à contre-pied. Et d'où l'envolée ensuite actuelle. On fait d'ailleurs une envolée en 3 temps. Je vais juste, moi, étudier sur le Dow Jones quelques extensions. Bon, je pense que la reprise des marchés actions US n'est pas terminée. On va probablement temporiser un peu à court terme. Donc tester les précédents sommets historiques, c'est effectuer un pullback par exemple sur 18 365. Cette zone de prix ici, elle peut être attractive hein, pour une stratégie sur l'indice S&P 500. Laissez-moi juste aller le chercher, le SP500 en données journalières. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est que le précédent sommet historique qui datait de mai 2015 sur le SP500 se trouve à 2137 points, impressionnant marché. Là aussi, il y a un moment ou un autre une possibilité d'effectuer donc un mouvement de retour et simplement de venir tester le changement de statut.
Le changement de statut, donc, voilà. Est-ce qu'on peut progresser encore davantage aux États-Unis? Ça dépendra de l'environnement des taux d'intérêt. À un moment ou à un autre, la gestion d'actifs, elle recherche du rendement. Qu'est-ce qui explique l'envolée de Wall Street? Regardez les taux d'intérêt, mais ceux du marché, pas forcément ceux des banques centrales. Même si la Fed relève ses taux, regardez l'environnement des taux aux États-Unis. Comme en Europe, ça a chuté. Donc, bah voilà, c'est aussi ça, comme ça que fonctionne l'arbitrage entre les principales classes d'actifs. L'action des banques centrales n'est même plus nécessaire, les taux se sont effondrés sans elles. Et en même temps, elles n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre, puisque sur le plan de la politique monétaire conventionnelle, leurs taux sont déjà à zéro. Voilà, donc le S&P 500, son précédent sommet historique, là aussi, il y a la possibilité de revenir le tester pour être certain qu'il s'agisse désormais d'un bon niveau de support. En l'état, les indices européens temporisent donc sous les gaps post-Brexit, font du surplace à court terme, j'attends dans le meilleur des cas ça, voire un pullback. Si vous êtes à la recherche d'une tendance, ne vous trompez pas de marché ni de zone géographique. Et donc, clairement, Wall Street est un marché qui, tôt ou tard, va revenir tester ses précédents sommets historiques. Ça, c'est important. Le Nasdaq 100 se trouve ici. Lui, il n'est pas encore tout en haut, pas proche de ses sommets historiques. Il temporise sous les sommets du 20 avril dernier. La bourse de Londres, on en a parlé ce matin. Et donc le Bund commence à rebondir. Je regardais tout à l'heure l'environnement des taux, justement. Sans action de banque centrale, sans rien, eh bien ça repart à la baisse. Alors, c'est vrai que c'est probablement en Europe une anticipation liée à ce que ferait la Banque Centrale Européenne jeudi prochain. Mais est-ce que vous connaissez actuellement le taux de refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne? C'est zéro. Le taux de dépôt, c'est moins 0,40. Donc, de toute façon, la politique monétaire conventionnelle de la Banque centrale, elle est déjà, sur ce plan-là, des taux d'intérêt hyper accommodante. Et les taux longs, là, aux États-Unis, se replient. 1,56 pour le 10 ans américain, moins 1,84. Bon. Et aussi le fait que la Fed ne soit pas attendue. Alors, tout ça pour dire que le Bund, qu'il a donc fait une petite temporisation avec le rebond des marchés actions, n'a pas pour autant terminé de progresser. En données journalières d'ailleurs, il peut retrouver une force haussière avec ce que s'apprête à faire ou à ne pas faire d'ailleurs la Banque Centrale Européenne jeudi. C'est pour ça qu'au-delà des annonces de 13h45, comme d'habitude d'ailleurs, ce qui importe pour le marché, c'est la politique monétaire du verbe, c'est-à-dire les mots bien choisis du gouverneur de la Banque centrale. Et ces mots permettent au marché d'anticiper comment l'action de la Banque centrale se développera lors des prochaines semaines. Alors, le premier support sur le contrat de taux allemand à 10 ans se trouve à 165,66. Et le marché n'est pas encore revenu précisément sur le support, mais tente quelque chose. Pourquoi c'est un niveau de support? Si vous prenez le chandelier du 24 juin, qui est donc le chandelier haussier du contrat de taux allemand à 10 ans post-Brexit, son cours de clôture se situe justement là. Donc 165,60, 165,80 en tant que premier support. À court terme, donc, attendez-vous tout de même à un repli des marchés actions de la zone euro ou un surplace. Pour l'instant, si vous regardez le GR30 en données 4 heures, on fait du surplace sous les 10 165. Donc on a fermé le trou de cotation du 24. Moi ce matin j'envisageais un repli vers MM20H4, c'est pour l'instant ce qui est en train de se dérouler, donc c'est une bonne chose pour le scénario proposé. Le CFD FRA 40 a atteint la moyenne mobile. Y a-t-il des raisons techniques là de vouloir acheter cette moyenne mobile? Je ne pense pas. C'est pas en tout cas la lecture que j'en ai. Et l'Eurostoxx 50 ici, qui est représenté par le CFD EUSTX 50, eh bien en intraday, donc je descends en H4, c'est très similaire au GR30. On se replie, on temporise donc sous les gaps post-Brexit. Alors, est-ce qu'un facteur peut nous ramener tout en haut en Europe? Quand je dis tout en haut, c'est au niveau du prix d'ouverture de l'année. 4600 points sur le CAC. Bon,
encore une fois, il va falloir qu'on s'appuie sur des banques centrales, parce que la macro au sein de la zone euro, c'est pas ça. Et ce qui peut, d'un point de vue purement financier, soutenir ces actions européennes, c'est la chute des taux d'intérêt, qui mécaniquement, chez les gérants, crée des arbitrages. Alors, euh, vendredi prochain, vendredi 22 juillet prochain, donc comme très souvent d'ailleurs, on organise une journée en immersion dans nos bureaux. Donc le principe, il est le suivant, vous avez tout le programme sur le site d'FXCM, on vous reçoit toute la journée ici dans nos bureaux à Paris, entre 9 heures et 18 heures, vous découvrez notre équipe et puis surtout on propose donc une formation complète sur les produits et services FXCM, sur l'analyse technique, sur les fondamentaux du marché, et puis vous rencontrez notre équipe. Il reste quelques places disponibles, donc comment vous faites? Vous m'écrivez un email si ça vous intéresse, parce qu'il faut vous inscrire tout de suite. Je vous mets mon email dans la section commentaires, fxvegan@fxcm.fr. Écrivez-moi un email avant la fin de journée. Le principe, ça a donc lieu dans nos bureaux parisiens. C'est une journée, donc c'est physique, hein, vous vous déplacez dans nos locaux, donc assurez-vous avant de m'envoyer un email d'être bien disponible ce vendredi-là, ce vendredi 22 juillet 2016. Il reste quelques places. Et puis voilà, les premiers qui m'écrivent pourront venir participer. Ça commence vendredi à 9 heures, donc prévoyez quand même de vous libérer pour l'ensemble de la journée. Alors, la journée de webinaire continue chez FXCM, chez DailyFX, pardon. Dans 20 minutes, le point de marché sur les positions des banques sur le marché des changes. Donc, ne partez pas loin. Et puis ce soir, donc, comme expliqué ce matin, on vient de parler de Wall Street qui font des nouveaux records historiques. S'agit-il d'une bulle spéculative? On revient ce soir en détail sur les paramètres d'une bulle spéculative. Pour répondre à cette question, Wall Street est-elle actuellement dans une bulle de banque centrale ou pas? Merci à tous et à plus tard.